Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode du Courrier des lecteurs. Aujourd'hui, je suis avec Johan, comme tous les jours à vrai dire, enfin comme pour toutes les sessions à vrai dire. Et aujourd'hui, on va vous parler de DeFi, donc de finances décentralisées. Écoute, je te laisse un peu la main sur le sujet parce que c'est quelque chose que tu connais bien et surtout qui est partie intégrante de ton travail. Donc écoute, si tu veux nous dire un petit peu ce qu'est la DeFi, nous parler de quelques principes. Du coup, la DeFi en opposition. Alors bonjour à tous, excusez-moi, et à toutes. En gros, la DeFi, pour revenir sur l'épisode de la semaine dernière, on a parlé de Centralized Finance. Donc la DeFi, c'est évidemment son opposé. C'est principalement né, il y a quelques années en arrière, il y a plusieurs projets qui sont nés en 2017-2018, mais ça s'est vraiment montré au grand jour et ça a explosé au niveau de nouveaux projets et d'applications à l'été 2020, un petit peu avant l'été 2020. Et du coup, en tête, on va avoir sur Ethereum, on va avoir Aave, Compound, qui sont vraiment des protocoles qui vous permettent en fait d'aller emprunter de l'argent, donc à des taux soit variables soit fixes, comme le propose sur Aave, de déposer de la liquidité pour du coup laisser de l'argent à des emprunteurs potentiels et du coup être rémunéré pour cela. Et donc les taux de rémunération sont variables, mais sur des taux de rémunération beaucoup plus intéressants que sur de la banque, tout en étant sur des taux de rémunération assez, avec des gros guillemets, safe. Par rapport à aller faire du farming ou des choses comme ça. Évidemment, dans la crypto, on peut faire 1000% par jour, on en revient toujours, il y a des extrêmes. En allant poser de la liquidité, mettre du savings finalement sur Aave ou Compound, on va tourner en fonction des cryptos entre 10, 12, 13%. Ça reste évidemment toujours pareil, plus intéressant que de la finance centralisée traditionnelle surtout. Voilà, donc c'est plutôt ça. La finance décentralisée est en train de s'ouvrir sur les autres chains, comme on avait évoqué la semaine dernière, avec les frais et les coûts de gaz sur Ethereum. Il y a d'autres applications qui arrivent, d'autres sister chains ou layer 2 comme on les appelle, type Excite, type Polygon, anciennement Matic, principalement pour rester sur Ethereum. Après, il y a évidemment d'autres, il y a la BSC également, la Binance Smart Chain. Et donc, ce type d'application de finance décentralisée commence à arriver également sur ces chains-là. On retrouve Aave maintenant sur Polygon. Et du coup, voilà, ce principe va s'expandre, mais c'est ni plus ni moins que ça. Je sais pas si tu as des choses un peu à ajouter. Non, mais écoute, c'est une bonne entrée en matière sur le sujet. D'ailleurs, quand je dis vous, l'entreprise pour laquelle tu travailles, donc qui est Realty, qui est donc sur la tokenisation de titres de propriété, si je peux dire. Vous utilisez des protocoles de finance décentralisés pour vos utilisateurs. Nous, on est intégré à la DeFi dans le sens où ce qu'on propose va avoir des applications sur la DeFi et même sur le principe. On est là pour faire de la finance décentralisée, donc ça peut être soit du saving, soit de l'investissement. Donc on entre là-dedans. Historiquement, on utilisait Compound pour mettre nos liquidités. On a une réserve en fait dans le cas d'un imprévu, des réparations à faire sur une propriété ou des choses comme ça. Donc on avait une réserve qui comprenait entre 2 et 3 loyers d'avance. Donc qui étaient mises historiquement sur Compound. On pense changer et les mettre sur Aave maintenant. On est en pourparlers depuis l'année dernière avec un partenariat avec Aave pour intégrer nos tokens au sein d'Aave pour permettre de la collectarisation. Donc en gros, les token holders pourront apporter en savings un token et du coup le mettre pour obtenir un crédit. Donc on amène 2 tokens à la hauteur de $100, on emprunte $50 pour réinvestir, choses comme ça. Et donc on va avoir des leviers comme ça. Donc les applicatifs vont évoluer, mais pour l'instant c'est que ça. On attend que ça se mette en place. Là pour l'instant c'est voilà. Mais du coup oui, on est intégré, on utilise Compound et on va être intégré à Aave pour cette partie. D'accord. Pardon. Concrètement, par rapport à la finance centralisée, donc comme on l'évoquait lors du
précédent épisode, on peut faire un certain nombre de choses qui ne sont pas possibles en finance centralisée. Déjà, la première, l'un des plus gros avantages, c'est le fait que aujourd'hui, on n'a pas besoin, on a juste besoin d'avoir un portefeuille avec des crypto-monnaies dessus et de se connecter à n'importe quel protocole sur la blockchain de son choix en plus, pour pouvoir soit effectuer un emprunt, soit par exemple échanger des crypto-monnaies entre elles, sans qu'il y ait derrière un organisme pour arbitrer les transactions ou influer parfois sur le prix de certaines crypto-monnaies. Là, véritablement, ça fonctionne grâce à des algorithmes et les utilisateurs viennent échanger entre eux différentes crypto-monnaies. Donc là, on est vraiment, c'est l'essence même de la décentralisation, c'est-à-dire que aujourd'hui, il n'y a plus d'intermédiaire entre une personne et une autre personne. Oui, c'est tout à fait ça. Oui. L'un des plus gros protocoles, le plus connu peut-être actuellement ou le plus utilisé, qui a lancé justement ce concept, qui a permis d'échanger justement des crypto-monnaies entre particuliers sans intermédiaire, c'est bien évidemment Uniswap, qui a été copié de nombreuses reprises, mais exactement. Mais on peut le rappeler, le code source d'Uniswap étant open source, il y avait absolument rien d'illégal ou de malhonnête dans le fait d'avoir copié ça, mais voilà, si on veut aller un peu plus loin, effectivement, peut-être que certains développeurs ou certaines entreprises ont essayé un peu de vampiriser la chose. Mais voilà, le premier à avoir et qui n'a pour l'instant pas vraiment été égalé, ça reste Uniswap. Si je dis pas de bêtises, aujourd'hui, ils doivent brasser quelque chose comme 5 milliards, ils doivent avoir sur la plateforme quelque chose comme 5 milliards, l'équivalent de 5 milliards de dollars. Donc c'est vraiment une énorme plateforme décentralisée pour échanger de la liquidité. Complètement. Après, c'est vrai que sur ça, c'est une question, on en a déjà parlé nous en off, du coup. Moi, je suis pas convaincu, mais c'est peut-être juste une question de terme et c'est galvaudé, mais moi, je suis pas convaincu que Uniswap il a permis la DeFi, oui, mais est-ce que Uniswap en tant que tel est la DeFi? À mon sens, non. La DeFi, pour moi, ça sous-entend vraiment cette notion de savings, emprunter, réinvestir, de faire ces choses-là. C'est ce que ne permet pas de faire Uniswap. C'est un levier. Et du coup, oui, c'est une pierre angulaire, mais est-ce que c'est à proprement parler de la DeFi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très intéressant de le présenter. La plupart des organismes, des applications DeFi de toute façon se basent sur Uniswap pour ces swaps en interne et choses comme ça. Donc, dans tous les cas, oui. Pour revenir sur le côté open source, oui, ça a été pompé à outrance parce que c'est le principe de open source. Le créateur, le développeur a mis ça, a créé son Uniswap et l'a laissé le code ouvert comme ça se faisait dans toutes les autres blockchains, en tout cas dans la grande majorité des blockchains et dans la culture du coup crypto. Maintenant, la V3 va être bloquée en licence. Donc, exactement. Je pense que voilà. Le problème de la copie à outrance, c'est surtout que beaucoup de développeurs ont juste copié Uniswap sans chercher à rien faire et voilà, parce qu'après on peut prendre des exemples. SushiSwap historiquement c'était basé sur Uniswap, mais c'est tellement devenu différent, ils ont tellement apporté d'applicatifs que tout aujourd'hui, voilà. Donc il y a eu quand même Uniswap a permis de créer d'autres plateformes, d'autres services et en ce sens c'était plus que positif. Maintenant évidemment il y a eu des résidus de juste pas le copie d'Uniswap qui n'ont rien apporté et ça c'est dommage, mais bon voilà, ça c'est le jeu et c'est comme ça. Exactement, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui quand moi par exemple ou n'importe quelle personne veut se rendre sur une plateforme pour échanger justement faire des swaps, donc des échanges de crypto-monnaies, on n'est pas perdu puisque quelle que soit la plateforme, au final l'interface utilisateur est strictement la même, donc du coup au bout d'un moment on finit par voilà, c'est malheureusement dans l'inconvénient d'avoir copié à outrance. L'avantage c'est que justement on n'est pas perdu parce qu'on comprend facilement, on sait comment ça fonctionne, etc. Après bien évidemment ce que je leur souhaite, c'est que le fait d'avoir peut-être mis leur V3, leur future version sous licence, peut-être que ça va apporter, ça va amener
d'autres développeurs, d'autres organismes à innover et à proposer des choses un peu nouvelles, un peu différentes. Voilà, c'est ce qu'on souhaite au marché. Ça va assainir le marché dans tous les cas, ça c'est une certitude. C'était comme à l'époque de toutes les ICO qui apportaient rien. La DeFi a apporté énormément de plateformes, de tokens qui ne servent à rien. Ça n'empêche pas que des gens ont fait de l'argent. Il y a aussi des gens qui sont devenus plus que pauvres, malheureusement. Voilà, ça c'est un peu les aléas malheureusement autour de ce qui fonctionne dans la crypto. Après, il y a un tunnel, tout le monde s'engouffre dedans. Donc je pense que la V3, le fait qu'elle soit sous licence, c'est dommage parce que ça va à l'encontre de l'idée même de l'open source. Mais je pense qu'il n'a pas vraiment le choix s'il veut déjà rester plus ou moins leader de son marché et puis s'il veut assainir le marché aussi parce que quelque part indirectement il est un peu pas du tout coupable mais il est à l'origine en fait de toutes ces dérives qu'il y a pu avoir aussi en parallèle dans une certaine mesure vu que ça a été tellement facilité donc je pense qu'à l'arrivée ce n'est que mieux pour tout le monde, les utilisateurs et le marché en tant que tel. Tout à fait. Concrètement, avantages, inconvénients par rapport à justement à la finance centralisée. Toi, qu'est-ce que tu vois? Pour toi, quels sont les gros avantages ou les points noirs de la DeFi? Gros avantage, facilité d'utilisation, pas de middleman, donc le frais au plus bas. Tu peux le faire n'importe quand, t'as pas de limite d'entrée et de sortie, donc en ce sens c'est mieux, souvent les rendements sont un peu plus intéressants. Après le point noir, c'est qu'il y a tellement, alors si tu restes sur du AV, sur du compound, même Uniswap, c'est des codes qui ont été audités, réaudités, il y a des garanties, tellement de milliers, millions d'utilisateurs qu'aujourd'hui a priori c'est safe, mais toujours a priori ça reste du code, ça peut être craquable. C'est quand même plus compliqué dans la finance centralisée, même si on avait évoqué, donc à aller écouter l'épisode de la semaine dernière, d'autres problématiques. C'est-à-dire que de toute façon il n'y a pas de la DeFi n'est pas parfaite, la CeFi n'est pas parfaite non plus. Je pense qu'il y a des bons côtés de chaque côté. Voilà, donc après c'est juste à voir. Maintenant la DeFi, la problématique c'est qu'il y a tellement de projets qu'il faut faire des recherches avant d'aller investir ou d'aller mettre son argent sur un projet. Renseignez-vous, faites vos recherches, regardez qui est derrière le projet, c'est quoi l'équipe, c'est quoi les envies, quel est le token, les tokenomics liés à ce token, voilà, pour vraiment savoir si c'est assez safe, si vous allez risquer, parce que il y a tellement de nouveaux projets que c'est en ce sens que pour moi la DeFi est plus entre guillemets problématique parce qu'il y a tellement de projets qu'on peut très vite avoir un FOMO, voir ok ça parle de tel service, on va dessus, on fait all-in et puis 2 jours après on a tout perdu. On l'a vu avec SushiSwap, on l'a vu avec tellement de projets, j'ai même plus les noms, il y en a tellement malheureusement que c'est en ce sens que pour moi elle peut être dangereuse pour de nouveaux utilisateurs. Après une fois qu'on est un peu averti, je pense de mon point de vue que la DeFi est quand même plus safe, plus agréable à utiliser, plus pertinente dans un futur plus ou moins proche et plus en raccord avec pourquoi la blockchain et la crypto a été créée de toute façon à la base. Donc en ce sens, la DeFi est vraiment le futur, là où la CeFi est plus ou moins un entre-deux aujourd'hui. Alors je reviens juste sur un terme, c'était FOMO, parce que tout le monde n'a pas forcément donc c'est Fear of Missing Out. Concrètement, c'est la peur de manquer. Donc du coup, les gens vont se précipiter. Ça va créer quelque part une forte spéculation, une bulle, et au final, comme n'importe quelle bulle, ça finit par exploser. Ou un scam, tout simplement. Et oui, même tout à fait. La bulle explose, le projet n'a pas été audité, il y a un scam, ça part. Ou un bug, parce que ça peut être scam dans le sens où l'équipe avait prévu ça, il part avec la caisse. Ou alors juste un bug parce que le code n'a pas été audité et il y a des hackers qui arrivent dessus, qui trouvent une porte de sortie et qui prennent tout. Donc c'est pas nécessairement de la faute du projet, encore une fois. Je pense que tous ces projets existent. Et de toute façon, tous ces scams, tous ces hacks existent et finalement à terme, même si c'est malheureux pour les gens qui étaient dessus, mais je pense que quand on est dans la crypto depuis quelques années, on a a priori tous perdu de l'argent à plus ou moins gros niveau, malheureusement, mais ça fait partie, c'est con à dire, je suis désolé pour ça, mais ça fait partie de l'éducation un peu. On apprend en faisant ça. Mais ça sert aussi à la crypto en elle-même. Elle va s'assainir grâce à ce genre de problématique parce que les hackers, quand ils hackent un code, ils mettent en exergue un point faillible. Les failles, les autres, exactement. Donc tous les autres, toutes les copies d'Uniswap, ils vont voir, ok,
bon, Uniswap n'a pas été hacké, du moins je crois pas, je crois que c'est un des seuls qui n'a jamais été hacké. Ouais. Mais du coup, voilà, dans l'idée, ok, si Uniswap se fait hacker, bon, bah, tous les autres qui ont confié le code d'Uniswap, ils vont savoir, ok, la faille a été là, et ils vont pouvoir la résorber et améliorer. Et donc, tout ça, finalement, tout cet écosystème, même si c'est malheureux au milieu parce qu'il y a des perdants, bah, ça sert le système en entier. Donc, si voilà. je dis pas de bêtises, ils ont failli se faire hacker. Il y a eu, alors je l'ai plus en détail parce que voilà, ça remonte un petit peu, mais je crois qu'il y avait eu un petit souci et ils ont réglé le problème de manière assez ingénieuse en fait. C'est au moment où les hackers ont failli rentrer dans le protocole, ils ont tout simplement désactivé leur site. Le temps de corriger la faille et du coup bah voilà, le problème était réglé. Je crois qu'il y avait quelque chose comme ça, j'ai pas envie de me tromper, donc faudra peut-être revérifier cette information, mais je crois qu'ils s'étaient leur protocole a failli se faire hacker et ils avaient réussi à faire une petite parade comme ça en désactivant leur site internet. Donc, oui, ça c'est ce que je me souviens. Je me souviens que c'est le seul qui n'a pas été hacké, mais il y a eu beaucoup de tentatives. Il y a eu je pense que c'est ça que tu parles. Des gens sont arrivés très proches d'eux, mais finalement ne sont pas arrivés à proprement parler hacker et en tout cas prendre des fonds. Donc, voilà. Alors dans les pour moi les avantages pour moi un avantage mais qui est potentiellement aussi un inconvénient, c'est que il n'y a pas besoin de ce que je disais au tout début, c'est donc il n'y a pas besoin de KYC, donc d'entrée d'informations personnelles comme on va les donner sur une plateforme du type Binance, Coinbase, Bitpanda, enfin n'importe quelle grosse plateforme d'échange de cryptoactifs. Là véritablement c'est que on a un portefeuille, on a des crypto-monnaies dessus et on échange, on peut, comme tu le disais, gagner grâce aux savings, donc sous forme de livret, gagner du rendement, etc. Ça véritablement c'est l'un des gros, pour moi c'est l'un des gros points forts parce que on n'a pas besoin de savoir, je veux dire, l'État ou quoi que ce soit n'a pas besoin de savoir ce qu'on fait avec notre argent, etc. Voilà, l'argent revient véritablement à son possesseur et du coup, chacun fait ce qu'il veut de son argent. D'un autre côté, effectivement, ça peut entraîner des comportements un peu malsain, malhonnête, type blanchiment d'argent, etc. Mais dans le même temps, je suis pas forcément sûr que des gens qui veulent blanchir des grosses quantités d'argent aillent fondamentalement dans la crypto-monnaie. Donc bon, voilà, c'est voilà les pour et les contre. Mais effectivement, le gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, je veux économiser un peu, je veux participer, je veux échanger, etc. Je peux le faire sans aucun parti, sans aucun tiers, et voilà. Alors oui, complètement. Alors pour rebondir sur le côté malhonnête, dans tous les cas, aujourd'hui, c'est ce que les États ont tenté de faire pour démonter la crypto depuis des années, depuis Bitcoin. C'est de dire que c'était fait pour le blanchiment. Ça a été prouvé depuis que non, en fait. Non, il y a très peu. J'ai plus les chiffres en tête, mais il y a très peu de blanchiment sur voilà. Aujourd'hui, à date encore, en 2021, l'argent pour ce qui est utilisé pour faire du blanchiment, c'est du cash. Et du coup, en l'occurrence, la plupart du temps, c'est du dollar US. Donc ça, c'est pas si vrai. Dans tous les cas, même si demain tu voulais faire juste ta petite magouille. T'as 10 000 balles de côté, tu veux pas les montrer au fisc français, tu les mets sur la blockchain de manière décentralisée, tu vas passer au travers. Alors c'est pas quelque chose qu'il faut faire, mais tu vas passer au travers aujourd'hui parce que plus ou moins les États regardent pas. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que comme tout est ouvert, centralisé, c'est décentralisé, mais tout est lisible. Et donc finalement, c'est quand même centralisé sur cette blockchain, dans le sens où on peut relire toutes les transactions d'un wallet, des choses comme ça. Si demain les États, c'est ce qu'ils veulent faire, la France, c'est ce qu'ils veulent faire, c'est ce qu'ils ont déjà plus ou moins dit. L'Europe va dans ce sens aussi. Si demain ils arrivent à faire passer un projet de loi qui va obliger les gens et les plateformes à donner les wallets, même si on ne sait pas quelle identité est derrière le wallet, ils vont pouvoir faire des recoupements. Donc, dans tous les cas, c'est pas la meilleure des idées, parce que tôt ou tard, même si dans 5 ou 10 ans, ils auront des recours. Alors après, est-ce que dans 5 ans, 10 ans, ils pourront revenir en arrière? Je ne sais pas, ça c'est autre chose. Mais l'idée, c'est que dans tous les cas, tout est visible et transparent. Donc, voilà.
Exactement. Pour rebondir, ouais. Donc oui, pas de KYC, mais à terme, les États trouveront toujours une manière de regrouper, malheureusement. Tout à fait. Tout à fait. Alors, bon, on a vu les acteurs, quelques gros acteurs majeurs, avantages, inconvénients. Je sais pas, est-ce que tu as d'autres choses que toi, tu t'aimerais ajouter sur la question? C'est vrai que, bon, il y a déjà quand même... Enfin, le sujet est quand même beaucoup traité, et de plus en plus traité par d'autres médias, des youtubeurs, etc. Donc c'est le concept de la DeFi rentre de plus en plus dans les crânes, j'ai envie de dire. Mais je sais pas, est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait omis pour les débutants? Pour les débutants, non. Je pense que l'idée, c'est vraiment la base de la DeFi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est les mêmes principes que dans la finance traditionnelle, banque, mais sans banque, juste avec un code algorithmique qui offre ces mêmes fonctions. C'est ni plus ni moins que ça. Après, la CeFi, dans le sens où les organismes type Swissborg, Nexo, c'est un peu plus... c'est légèrement différent, mais du coup, on a déjà expliqué les différences la semaine dernière, donc Exactement. l'épisode précédent. Pour moi, c'est plutôt bon. Après, la DeFi, c'est tellement vaste et il y a tellement d'applicatifs que si on commence à creuser un peu plus, ce qu'on fera dans d'autres épisodes, c'est que là, on peut partir sur un épisode fleuve qui va durer 10 heures, parce que tellement d'applicatifs autour de la DeFi. Il y a Realty, évidemment, donc moi, la société pour laquelle je travaille, qui apporte de l'immobilier tokenisé sur la DeFi, donc encore un autre process. On va avoir des organismes de loterie décentralisés ou sans perdant, type Together. On va avoir des wallets complètement décentralisés, je veux dire, et complètement tournés, orientés DeFi, type argent, argent.xyz, si vous voulez aller voir. C'est ça, XYZ? J'ai un petit doute. Argent, vous tapez Argent Wallet sur Google. Argent Wallet, ouais, je crois qu'on peut les retrouver sur argent. C'est ça, XYZ. XYZ, ou Argent HQ, quelque chose comme ça. Alors, ça c'est il y en a d'autres, mais ce wallet est né vraiment avec l'idée d'être un wallet complètement décentralisé et surtout complètement DeFi et surtout très facile d'utilisation. Maintenant, aujourd'hui, c'est peut-être pas le meilleur des wallets à aller dessus si vous commencez parce qu'il est uniquement tourné Ethereum et il n'y a pas de possibilité de layer 2 à date et avec les frais, ça va vous coûter trop cher. Mais voilà, ça reste intéressant d'aller faire vos recherches. Et alors, tu as parfaitement raison, mais je crois avoir vu passer quelque part, mais je ne m'avancerai pas. Cette information est à prendre avec des pincettes, mais comme quoi ils allaient passer ou intégrer un layer 2 type Polygon, mais encore une fois, voilà, information à confirmer. Voilà. Alors ils ont peut-être changé d'avis, bon après c'est une autre parenthèse, mais sur Argent, leur première optique était d'intégrer un layer 2, mais pour juin ou juillet de cette année, donc c'est pas encore de suite. Et les premiers prémices, c'était à propos de ZK, il me semble, et après peut-être qu'en effet ils sont partis sur Polygon, ce qui est fort possible. Polygon a le vent en poupe en ce moment, et beaucoup de projets rejoignent, donc c'est fort possible. Mais en tout cas à date aujourd'hui, où non, il n'y a rien du tout. L'épisode, il n'y a rien. Donc intéressez-vous à aller refaire vos recherches, ça reste un wallet très intéressant. Vu qu'on parle de DeFi, c'est dans ce sens que j'amène Argent. Il y a d'autres wallets un peu orientés DeFi, il y a Zengo, il y en a sûrement plein d'autres. Voilà, après c'est aller faire vos recherches. Mais du coup, la DeFi est tellement vaste qu'il y a tellement d'applicatifs. Les NFT peuvent, dans une certaine mesure, apporter de la DeFi, dans le sens où certains NFT encapsulent des valeurs et ces valeurs peuvent être après mises en savings et donc maximiser un rendement. Donc après, il y a tellement d'applicatifs sur lesquels on reviendra, mais pour un premier épisode qui présente surtout les différences entre les DeFi et les CeFi, je pense qu'on a fait le tour. Dans tous les cas, vous avez toujours sur les réseaux, vous pouvez nous retrouver, vous pouvez poser vos questions sur le groupe Telegram. Alors j'ai reçu des questions entre-temps, parce qu'apparemment ça marche pas dans le chat, mais voilà. Alors, la première, c'est est-ce que la rémunération varie d'une plateforme à une autre pour la même crypto? La réponse, elle est oui. Il suffit de prendre des protocoles, différents protocoles, AV, Compound, Bancor. Je sais pas, il y en a tellement. Voilà, voilà. Oui, la rémunération, le rendement varie d'une plateforme à une autre. Pourquoi?
C'est une bonne question. Il y a plusieurs facteurs qui vont faire que le rendement va varier. Ça va être aussi le nombre d'utilisateurs qui vont demander, qui vont faire des emprunts. La plateforme, au niveau de l'algorithme, va également jouer là-dessus. Il y a aussi, ça peut être également la demande sur le marché global. Est-ce qu'une crypto-monnaie est énormément tradée? Donc, est-ce qu'il y a énormément de demandes dessus? Potentiellement, ça va faire jouer les taux entre guillemets d'emprunt et d'intérêt. C'est ni plus ni moins qu'un marché de l'offre et de la demande traditionnel. Voilà, oui. Mais ça peut varier d'une plateforme à une autre en fonction de ce qu'elle propose et en fonction du nombre d'utilisateurs qu'ils ont aussi. Et voilà. Est-ce que la DeFi et la CeFi peuvent se rejoindre un jour? Exemple Visa avec les cartes bancaires. Alors, Swissborg a un petit peu ce côté DeFi et CeFi dans le sens où quand on dépose de l'argent chez eux sur ce qu'ils appellent leur Smart Yield, ils ont, eux vont permettre l'emprunt de liquidité, donc de l'argent qui a été déposé auprès d'institutionnels, et également le mettre sur des marchés décentralisés. Donc véritablement, eux font un peu un combi des deux, ils combinent un peu les deux types de rendement et le redistribuent à l'utilisateur final, mais c'est totalement indolore et invisible pour l'utilisateur final. Oui, et si on se met, alors je suis pas du tout, moi je suis à titre personnel utilisateur de Swissborg, c'est une plateforme que j'aime bien. Maintenant, si on doit être très terre à terre, on en revient toujours à la même chose qu'une banque fait faillite, elle part avec les fonds. Donc si demain, pour ces raisons, Swissborg se casse la gueule, et qu'il n'y a pas de garantie, qu'il n'y a pas d'assurance comme ça, vos fonds, vous leur dites au revoir. Donc en fait, on revient à la même problématique. Oui, ils utilisent la DeFi et les algorithmes DeFi pour apporter ce fameux Smart Yield qui est quand même plutôt, dans tous les organismes DeFi, c'est sûrement un des meilleurs sur le marché en termes de yield. Donc dans tous les cas, c'est plutôt plus que positif. Maintenant, il y a cette partie entité où si demain, pour ces raisons, faillite, fermeture liée à un gouvernement, scam ou choses comme ça. Bon, a priori, scam, ça paraît être moins probable depuis le temps que Swissborg existe et vu la team. Mais voilà, l'idée que ce soit Swissborg ou un autre, c'est pas là, c'était pour l'exemple. La CeFi, la problématique, c'est que quand il y a une entité, elle peut partir avec la caisse, ils peuvent faire faillite, ils peuvent, voilà. Et donc, on en revient à la même problématique d'une banque, des crises qu'on a pu connaître par le passé, et voilà. Exactement. Et alors donc dernière question, qui est-ce qui fait les audits je vais reprendre la question. Qui fait les audits? Combien il y en a? Et surtout, est-ce qu'il y a des intervalles de temps entre chacun de ces audits? Alors, ça, c'est une question qui est un peu technique. Ce sont des entreprises privées, généralement, des entreprises spécialisées en cybersécurité, en développement algorithmique, etc. Leur cœur de métier, c'est ça, c'est d'inspecter les plateformes, d'inspecter les contrats, les smart contracts, pour s'assurer que justement il n'y a pas de il n'y a pas de faille potentielle, ou que les développeurs n'aient pas mis un genre de backdoor pour essayer de se barrer avec la caisse pendant que les gens déposent de la liquidité. Encore une fois, malheureusement, c'est arrivé récemment avec une plateforme qui s'appelle Meerkat Finance sur la Binance Smart Chain, où, alors je ne sais pas le nombre de personnes qui ont déposé la liquidité, mais en tout cas, il y a eu à peu près 30 millions de dollars de liquidité déposée. La plateforme a duré moins de 24 heures. Le code n'avait pas été audité. Enfin voilà, c'était juste une grande, énormément de brouhaha sur ce projet qui malheureusement était très véreux, et voilà, les gens sont partis avec la caisse. Après, je sais pas, peut-être toi, Johan, parce que je les ai pas en tête, mais peut-être que tu sais si pour AV, Compound, etc., Bancor, qui sont les auditeurs, ou s'il y en a, mais en tout cas il y en a, ça c'est une certitude. Ils ne pourraient pas brasser autant de liquidités. Il y a des audits. Le problème, c'est moi, c'est juste que je ne les connais pas tous. Un des leaders entre guillemets, ou un des plus utilisés, parce que un des plus connus, c'est Certic.
C'est un qui fait le plus d'audits. Il y en a sûrement d'autres. Certic est un peu la face émergée de l'iceberg. Hein, donc voilà. AV, je sais pas qui ils ont utilisé. Je sais que AV est le protocole à date avec le plus de sécurité dans la DeFi. C'est-à-dire qu'ils ont dans leur algorithme, ils ont une forme d'algorithme qui fait des assurances pour pouvoir protéger les pertes. Et je crois que c'est à hauteur de 5 millions aujourd'hui, la dernière fois que j'avais regardé. En tout cas, c'est un des plus gros en termes sur la DeFi à avoir ça. Ils ont des audits quasi tous les mois avec différents partenaires externes. Donc non, en ce sens, les projets sont vraiment audités. Compound, c'est pareil. Et les audits, c'est des attaques. Alors, j'ai retrouvé cette information. Oui. Pardon, excuse-moi. Non, c'était, je rebondissais là-dessus. Ils ont dans la documentation, libre au public, tous les audits qui ont été effectués. Le dernier date de mars 2021 sur les smart contracts, qui a été effectué par PeckShield. Donc, je pense que c'est une entreprise qui est spécialisée. Si jamais, je remettrai ce genre d'informations dans les liens de la description. Du podcast qu'on pourra retrouver sur YouTube, comme ça, ça vous permettra. Mais normalement, généralement, si vous googlez le nom du protocole avec audit, vous verrez si c'est facilement trouvable ou il faut chercher un petit peu. Et s'il n'y en a pas, généralement, il faut y aller doucement, éviter de mettre toutes ces billes dans un protocole. Même des protocoles audités, enfin, je veux dire, rien n'est infaillible, mais d'une manière générale, vaut mieux aller vers quelque chose de safe plutôt que quelque chose qui n'a pas été du tout contrôlé. Oui, après on en revient. Moi, pour Meerkat, j'ai un côté un peu, je suis un peu plus tranchant ou moins consensuel. En tout cas, j'ai envie de dire que quand on va sur ce type de projet, qu'on 24 heures et qu'on entend de liquidité, on sait qu'on gamble. On sait qu'on y va, on y va en mode pari. Et j'ai envie de dire, si on perd de l'argent là-dessus, malheureusement, tant pis. Mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'en reviens, ça fait partie de l'éducation. On peut pas à un moment donné faire le projet, évidemment, c'est absolument pas normal, pas légal, pas humain de faire ça. Maintenant, il y a de l'argent au milieu. Malheureusement, dès qu'il y a de l'argent au milieu, la plupart, Exactement. Il y a des scams, il y a des choses qui existent. Le truc, c'est qu'à un moment donné, c'est aussi en tant que les banques étaient là pour refaire juste un petit topo. Les banques sont là pour nous cadrer et la loi autour des gouvernements. Donc, par exemple, en France, si on reprend la crise de 2008, et en Europe, on se sent que ça impacté par rapport aux États-Unis, c'est parce qu'on est tellement protégé en France. Dans ce sens, ça a été bien. Maintenant, le fait qu'on soit tellement protégé nous empêche d'avoir un accès au crédit aussi simplifié que dans d'autres pays, etc. On va pas refaire le topo, mais du coup, cette protection faite par le gouvernement et les banques au milieu, nous assure, en tout cas, ou nous garantissent qu'on va pas perdre notre argent, qu'on va, mais au détriment d'avoir des rendements moins intéressants, d'être pas libre de notre argent. Je pense que tous dans notre vie, en tout cas moi ça m'est arrivé à 2-3 reprises, que la banque me refuse un paiement, pas parce que j'avais pas les fonds, juste parce qu'ils considéraient c'est pas, vous n'avez pas le droit d'acheter sur ce site, type quand je voulais acheter de la crypto, choses comme ça. Et donc on se rend compte qu'on n'est pas si libre que ça, et que notre argent durement gagné, il n'est pas tant que ça à nous. La DeFi enlève ce middleman et cette problématique-là, mais à l'inverse amène une problématique tout autre qui est c'est notre argent, c'est à nous de le sécuriser, c'est à nous d'y faire attention parce qu'il n'y a personne pour se plaindre autour en face. Donc c'est malheureux quand des projets scam, parce qu'il y a des scams qui sont arrivés après 6 mois, 1 an d'existence du projet, et il n'y avait pas de raison que ça scam. Et donc là, c'est vraiment beaucoup plus malheureux parce que tout un projet, on peut y croire après 6 mois, 1 an d'existence, avec donc ça c'est malheureux. Maintenant, quand on va sur un projet qui a 24 heures et qui a X millions d'argent dessus, on sait qu'on y va en mode pari et qu'on prend le risque de tout perdre. Donc faut aussi se responsabiliser à un moment donné. Je pense que ça fait partie de l'éducation vraiment. La DeFi amène énormément de positifs, mais quelque chose à garder en tête, c'est vous êtes votre propre banque à tous les niveaux. Vous êtes la personne qui maîtrise le rendement que vous voulez avoir, vous êtes la personne qui maîtrise vos entrées et vos sorties, vous êtes la personne qui sécurise cela, et il n'y a personne à qui allez vous plaindre parce que vous avez perdu une partie ou l'intégralité de l'argent que vous avez mis dessus. Donc, vous gardez bien, il faut vraiment garder ça en tête. C'est une des premières choses à garder en tête. On est sa propre banque. Dans les bons, c'est un mauvais aspect, le côté sécurité, mais il n'y a personne pour aller référer si on perd de l'argent dessus. Bien sûr. Ok, écoute, je pense qu'on a fait un
un bon tour de la question pour un premier épisode sur ce sujet-là. Je pense que on va essayer de de faire venir des intervenants peut-être un peu plus experts sur le sujet pour en discuter avec nous. Et puis voilà. Parfait. En effet, on va essayer d'offrir des interviews et des prestataires, pas des prestataires, mais des intervenants externes, excusez-moi, en fonction de l'actualité pour pouvoir répondre un peu plus précisément à vos questions liées à un projet ou à une thématique. Voilà. Donc ça va venir. On espère que vous allez aimer cela et que vous continuez à nous suivre et à nous retrouver chaque semaine. Eh ben parfait. Dans ce cas-là, je te remercie pour cet épisode et puis je te dis du coup lundi prochain, même jour, même heure. Lundi prochain, midi heure de Paris, oui. Passez une très bonne fin de journée à tout le monde. Au revoir. Salut Yoann.